Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui, nous verrons la critique de Resistance Burning Sky, No Life Employee RL, Big Bug Hunter et The Place to Be. Alors vous savez que l'E-Cube a eu lieu la semaine dernière, et donc toutes les news de cette semaine lui seront consacrées. Enjoy! Nous voici à l'intérieur du Convention Center de Los Angeles sur le stand de Warner Bros Interactive. Le jeu phare du salon pour cet éditeur était Injustice, les dieux sont parmi nous, le jeu de combat sous licence DC Comics reprenant le moteur de Mortal Kombat. Toujours développé par NetherRealm Studios et supervisé par Ed Boon, le créateur de la licence Mortal Kombat, Injustice est prévu pour 2013 sur Xbox 360, PS3 et Wii U. Mais laissons d'abord Ed Boon nous présenter son tout nouveau projet. Our first decision making this game was to not make Mortal Kombat. You know, we were very excited about the last game, how well it did, but we really wanted to give this game its own identity. So we really wanted to, do something that felt different, played different, and looked different. Sur le stand Warner, une salle fermée permettait d'assister à une présentation live du jeu. Il y a 2 matchs en versus, Superman contre Flash et Batman contre Solomon Grundy. Les personnages sont scindés en 2 catégories, les ultra puissants et les super-héros à gadgets. Alors évidemment, l'équilibrage de ces derniers fut l'un des défis majeurs des développeurs. Yeah, balancing the characters is definitely a big challenge in any fighting game, but in this game, with the characters that have as crazy of abilities, the Flash running so fast, Superman, the ultimate, big power character, it is going to be a challenge, and but we do feel that we'll be able to deliver something where every character will have some great features to use. Techniquement, le jeu a été encore amélioré par rapport à Mortal Kombat. Modélisation des personnages plus détaillée, ombre portée dynamique sur le corps même des persos. Mais une attention toute particulière a également été portée aux arènes de jeu. Il est ainsi possible de propulser un perso dans un second décor en détruisant une partie du premier pour revenir ensuite dans ce dernier. De nombreux éléments du décor sont également interactifs. Yeah, one of our big goals with this game was to make the backgrounds play a role in the fight. And so when you're located in a certain area of the background, and there's going to be an opportunity for you to use something in that background. There might be a car somewhere that you can pick up or slam or explode. There might be objects in the air that you can jump up and grab, and we really want players to care where they are in the arena and use those objects in the fight. L'une des autres nouveautés de ce jeu de combat est la possibilité de lancer des paris in-game via le wager system. The wager system is when you trigger off this wager, you can actually use the meters in your super meter to bet how much you want to do. You can use 1, 2, 3, and if I bet 3 and you bet 2, then I win the clash. And it's kind of like a way of making the other player use up his meter. But if he doesn't, he's going to lose it. It's a great kind of like mind games that you play in the game. Injustice proposera évidemment son lot de super coups cinématiques où l'on pourra voir par exemple Flash faire le tour de la Terre pour aller coller un gros pain à Superman. Le jeu ne manque ainsi pas d'humour, ce qui s'avère être une belle surprise. Well, some of these characters are so over the top. So, Flash, somebody who can run, the speed of light or something like that. We really wanted to show the move, but we don't want to take it too seriously. Our presentation is very, kind of realistic looking, but we really don't want people to think that we're taking it too seriously. So there's a little bit of humor in there. Toujours sur le stand Warner, on pouvait jouer à Batman Arkham City Armored Edition, qui était également présent sur le stand Nintendo. Normal, il s'agit de la version Wii U du titre sorti sur 360, PS3 et PC. Développé par les studios Warner situés à Montréal et supervisé par Rocksteady, cette version remaniée prévue pour la fin d'année tirera bien entendu parti du Wii U Gamepad. L'écran de la mablette Nintendo permettra par exemple d'activer les gadgets de son inventaire ou encore de scanner son environnement. On pourra ainsi sélectionner sa cible, améliorer son équipement ou encore faire péter du gel explosif d'une simple pression sur l'écran du Wii U Gamepad. Outre une refonte des gadgets, Batman Arkham City Armored Edition apporte une nouveauté gameplay via les nouvelles tenues blindées de Batman et Catwoman. Loin d'être une coquetterie visuelle, cet ajout permettra aux joueurs d'accumuler de l'énergie cinétique durant les combats pour infliger des dégâts plus conséquents en activant ce que les développeurs de Warner Games Montréal appellent le mode Bat. Le système de combat déjà très au point de Batman Arkham City s'en trouve ainsi enrichi. Visuellement, le jeu tient clairement la route, à l'image des versions précédentes, même si on pouvait constater quelques ralentissements lorsque de nombreux ennemis étaient présents à l'écran. L'univers de Tolkien était également représenté sur le stand Warner avec les Gardiens de la Terre du Milieu, un MOBA ou Multiplayer Online Battle Arena qui laissait s'affronter 2 équipes de 5 joueurs en même temps.
Prévu pour cet été sur le PSN et le XBLA, les Gardiens de la Terre du Milieu signent l'arrivée sur console d'un genre jusque-là réservé uniquement aux joueurs PC. Une initiative qui a demandé une certaine adaptation, comme nous l'explique Ruth Tomendel, la productrice du jeu. So yeah, a lot of the PC MOBAs really came out of RTSs, where you click on the screen and tell your character where to go, but you don't directly control them. So what we did is we drew more from action RPGs on the console, where you directly control your character, you know, use the face buttons for their abilities, and it's actually worked really well. There are certain types of abilities that we've avoided, like single target abilities don't work as well. So generally we have a cone of area that you aim, and then if a champion or if a guardian is within that area, then you affect them. Et force est de constater que l'ensemble fonctionnait plutôt bien. Comme dans tous les MOBA, le joueur commence par choisir un personnage qui, une fois sur le terrain, prendra des levels en fonction de ses performances. Il pourra alors upgrader ses compétences de base, comme des attaques spéciales ou des sorts de soutien, afin de prendre l'avantage durant le match. Si les levels des personnages sont réinitialisés à chaque nouvelle rencontre, le profil du joueur, lui, augmente de match en match et débloque à terme de nouvelles compétences. Un principe de jeu relativement simple donc, mais qui, à haut niveau, nécessite clairement d'avoir une stratégie de groupe qui comprend les healers et autres tanks. Visuellement présent et bénéficiant du charme de l'univers de Tolkien, on attendra tout de même de passer un peu plus de temps sur les Gardiens de la Terre du Milieu pour voir si l'intérêt reste intact sur le long terme. On pouvait aussi apercevoir sur le stand Warner la jolie Juliette de Lollipop Chainsaw en chair et en os, incarnée par la cosplayeuse Jessica Nigri. Les autres jeux présentés étant Harry Potter pour Kinect, inspiré des 8 films de la saga, et qui permettra de créer un sorcier à son image, mais aussi Lego Seigneur des Anneaux et le Scribblenauts Unlimited de la Wii U, sur lesquels nous reviendrons bientôt avec des interviews développeurs. On vous donne donc rendez-vous demain sur le stand Konami. Comme chaque année, je suis les conférences et les news de l'E-Cube sur Internet. Une façon d'être là-bas sans vraiment y être. Et j'ai été très surprise d'apprendre qu'Hatsune Miku Project Diva F, un jeu qui me tient à cœur, y était présenté. Le jeu étant considéré comme un jeu de niche, je suis vraiment contente de voir que Sega essaye quand même de le faire connaître en Occident. Je ne me fais pas de faux espoirs non plus, je sais qu'il y a peu de chances de le voir distribué en France. Mais c'est déjà un bon début. D'ailleurs, en parlant de jeux PS Vita, on regarde tout de suite la critique de Resistance Burning Skies. Que quelqu'un m'entend. Si vous me recevez, ceci est un message à tous les survivants. Débutée en 2006 pour accompagner le lancement de la PS3, la série Resistance a parcouru depuis un bon bout de chemin. Elle n'en est peut-être pas encore à déclencher les acclamations du public ou de la critique, mais elle a su en tout cas s'imposer petit à petit pour devenir une marque qui compte dans le catalogue Sony. Du coup, lorsqu'il a été question d'offrir à la PS Vita son tout premier FPS, le constructeur japonais n'a pas hésité à refaire appel à son monde uchronique et aux horribles chimères qui l'ont colonisé. Voyons néanmoins si cet épisode nomade, baptisé Resistance Burning Skies, se montre digne de la série et s'il fait honneur aux capacités de sa machine d'accueil. 1951. Située entre celle de Resistance Fall of Man et de Resistance 2, l'intrigue de Resistance Burning Skies nous raconte l'histoire de Tom Riley, un pompier de la ville de New York. Alors qu'il pensait répondre à une alerte banale, comme celle qui rythme habituellement son quotidien, le 14 août 1951, sa vie va soudainement basculer. Essayez d'appeler des renforts. Arrivé sur le lieu de l'intervention, il va vite se retrouver plongé au milieu d'une invasion de chimères, la première sur le continent américain. Après s'être sorti de ce dangereux bourbier, Riley devra malheureusement renoncer à fuir avec le reste de la population. Sa femme et sa fille ayant eu la mauvaise idée de se faire capturer. En bon père de famille, il va alors prendre les armes pour tenter de récupérer ce que les chimères lui ont volé de plus précieux. Avec un tel pitch, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Resistance Burning Skies s'avère nettement moins ambitieux que ses aînés d'un point de vue scénaristique. Des milliers de personnes. Certes, il permet de développer le background de la série, mais entre sa narration plan-plan et sa mise en scène rudimentaire, il ne parvient jamais à nous emporter par son récit. Ça s'annonce mal. Resistance Burning Skies a pour particularité d'être le premier FPS portable à bénéficier d'une prise en main identique à ce que l'on trouve sur console de salon. Grâce aux deux sticks analogiques de la PS Vita, le jeu se contrôle de manière assez naturelle, l'un permettant de se déplacer et l'autre de viser. Pour pallier l'absence des gâchettes L2 et R2, ainsi que les touches L3 et R3, le jeu tire intelligemment parti des différentes surfaces tactiles de la machine. Donner un coup de hache nécessite une pression sur l'icône correspondante. Lancer une grenade, un petit tracé qui mime un jet. Sprinter demande que l'on tapote le pas d'arrière, tandis que les différents tirs secondaires s'arment ou se déclenchent via l'écran. Comme l'exigent les codes de la série, Riley peut en effet mettre la main sur des armes pour le moins originales. Derrière leurs apparences de simples mitraillettes ou de fusils à pompe, elles offrent chacune une capacité annexe dont il faudra savoir profiter pour se faciliter la vie.
Le nettoyeur permet par exemple de loquer une cible pour l'atteindre sans avoir à la viser. La foreuse, dont les tirs traversent les murs, donne la possibilité de déployer un bouclier devant soi, tandis que le chasseur permet de lancer un drone. Certes, la plupart sont tirées des épisodes précédents et toutes ne sont pas aussi inventives et impressionnantes que dans Resistance 3. Mais d'une manière générale, elles permettent à l'action de gagner en variété. Car il faut bien avouer que sans elles, Burning Skies serait noyé dans un certain classicisme. On peut bien s'amuser à améliorer son arsenal ou compter sur un système de couverture bancal pour donner un peu d'épaisseur au tout, mais entre un level design extrêmement dirigiste, le retour de la régénération automatique, un manque évident de montée en tension et des boss guère impressionnants, le jeu fait pâle figure face à ses prédécesseurs. Heureusement, il peut compter sur du multi pour rattraper le tout, lequel est composé de deathmatch, de team deathmatch et de survival. Dans ce dernier mode, 2 des 8 joueurs incarnent des chimères et devront contaminer le reste des participants, le vainqueur étant le dernier à rester humain. Plutôt original et consistant sur le papier grâce à un système de progression à base d'XP, le multi n'a malheureusement pas pu être testé au moment où nous écrivons ces lignes, faute d'adversaires sur les serveurs. Tiens bon. On regrette que Sony n'ait pas mis davantage de moyens et de talent dans la production de Resistance Burning Skies, tant le dernier épisode en date avait fait son petit effet. Clairement, et contrairement à Uncharted Golden Abyss ou un Wipeout 2048, le titre développé par Nihilistic Software ne trouve pas sa place dans le haut du panier des jeux PS Vita. On ne s'attendait pas à ce qu'il devienne la nouvelle référence du FPS ou à ce qu'il mette tout le monde d'accord, mais très franchement, son manque d'envergure et de sensations déçoivent. Trop quelconque d'un point de vue graphique et beaucoup trop plat dans son déroulement et sa mise en scène, il n'est et ne restera qu'un sympathique FPS sans ambition et à l'intérêt tout relatif. Son seul mérite à l'heure actuelle est d'être l'unique représentant du genre sur la portable de Sony. Message du projet de défense liberté. Quand on parle de l'E-Cube, on pense systématiquement aux Booth Babes. Personnellement, je me fiche pas mal des Booth Babes, hein, mais sauf quand c'est des cosplays, là j'aime bien. Mais si j'ai une chose à dire aux personnes qui s'occupent de la mise en place des stands, s'il vous plaît, pensez aux joueuses. Mettez aussi des hommes. Merci. Et tout de suite, c'est No Life Employee RL. Bienvenue dans No Life Emploi IRL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Donc, je m'appelle Nicolas Gaume, je dirige Mimesis République, qui est une entreprise qui crée et opère une plateforme de jeux sociaux en 3D qui s'appelle Mamba Nation, qui vise les ados, les jeunes adultes, et dont on a l'ambition de développer la présence dans le monde entier à partir de cette année. Conditions de travail. On est une vraie start-up, c'est-à-dire qu'on a une certaine proximité, on est plutôt dans un travail d'équipe et de passion. Donc on a essayé de faire en sorte que nos bureaux soient les plus agréables possibles pour accompagner cet esprit. On déménage et on sera pour nos bureaux parisiens entre Nation enfin plutôt entre Bastille et République. Et on a aussi une antenne à Bordeaux où on a toute l'équipe graphique. Profil recherché. Donc on cherche quelqu'un qui a un rôle assez central dans notre équipe. C'est un poste d'ingénieur logiciel senior qui va donc avoir comme spécificité de connaître le langage Scala autant que faire se peut. Maintenant on est à la recherche de personnes diplômées de niveau universitaire le plus élevé ou ingénieur le plus élevé, mais c'est pas pour autant qu'une expérience et un niveau d'études moins élevé permettra pas d'ouvrir les portes. En fait, on cherche des gens qui ont la tête bien faite, qui ont l'envie d'accompagner un projet ambitieux, qui autant que faire se peut s'intéressent à ce cas-là. Et là, l'intérêt qu'on peut proposer, c'est justement d'aller vite et aller loin. Et c'est ça notre ambition. Rémunération et évolution. Donc c'est un poste clé, mais vraiment comme je viens de vous le dire, on est ouvert à une variété de profils. Donc la fourchette est large pour des gens qui sont plutôt jeunes, sans trop d'expérience, mais qui ont une vraie ambition, un vrai appétit. Et pour ce cas-là et pour notre projet, on sera plutôt dans des salaires de 40 50 000 euros. Mais pour ceux qui auraient beaucoup plus d'expérience, qui auraient aussi un niveau d'études plus élevé, on est prêt à aller jusqu'à 90 000 euros et voir toutes les possibilités d'évolution. L'entreprise aujourd'hui est en pleine croissance, donc on souhaite accompagner les salaires par un intéressement aux résultats et au développement de notre service. On souhaite aussi intéresser les personnes clés au capital de l'entreprise et leur donner l'opportunité d'après d'avoir tout ce qui peut accompagner le salaire, la mutuelle. Pas encore de ticket restaurant, mais on y travaille et en tout cas un environnement dans lequel on s'épanouit. À éviter absolument.
il n'y a rien de particulier à éviter. Il y a une chose quand même qui est importante, c'est qu'on cherche des ingénieurs de talent avec une ambition et une passion, mais qui ont aussi un intérêt pour le service que l'on crée. Donc une des choses certaines, c'est qu'utiliser le service, se faire une idée, le regarder, aimer jouer, aimer socialiser, c'est assez important. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'information. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. Cette année, je dois admettre que je n'attends pas grand-chose de l'E-Cube. Pourquoi ? J'ai encore beaucoup de jeux à finir. J'en ai même une bonne quantité encore sous blister, faute de temps pour les lancer. Je suis limite soulagée à l'idée que des jeux que j'attends, comme BioShock Infinite ou le dernier Tomb Raider, soient repoussés pour 2013. Cela me laisse le temps de finir mes jeux en cours. Tout ce que j'espère, c'est de voir une Wii U qui sera bien exploitée et des jeux pour la PS Vita. Et maintenant, c'est Big Bug Hunter. Figurez-vous qu'à force de chasser le bug, on en oublierait presque qu'il existe une autre chasse. Je parle de cette discipline qui consiste à tuer des animaux. Bon, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Chacun chasse ce qu'il peut. Et du moment que tout ça se termine par une bonne partie de Scrabble, eh bien je ne vois pas où est le mal. C'est pourquoi je suis assez surpris de recevoir cette lettre de l'AJCM, l'amicale du joyeux chasseur moustachu, qui me dit « Au début, on vous prenait pour un confrère, mais avec vos conneries, on a de plus en plus de mal à emmener les enfants tuer des animaux dans la forêt. Ils sont tous collés devant leur ordinateur à chasser les bugs. Merci donc de nous rendre nos lettres de noblesse si tu veux pas finir avec une cartouche de 25 dans le cul. » Alors moi je comprends cette détresse, et même si je ne sais pas ce qu'est une cartouche de 25, eh bien ce que je vous propose c'est aujourd'hui de parler de la chasse, la vraie, grâce à un bug trouvé et saisi par mon éminent confrère, Amiral Popov. Mais n'oubliez pas, amis chasseurs, on est toujours la proie de quelqu'un. La chasse est effectivement une pratique exigeante et qui demande beaucoup de talent. C'est un art à part entière qui ne se limite pas qu'aux bugs. Et ça, Capcom l'a bien compris en créant le jeu Monster Hunter. Véritable phénomène au Japon, cette série propose aux joueurs de traquer des créatures plus ou moins dangereuses au sein d'un univers fantastique. Dans sa version Freedom Unit sur PSP, tous les chasseurs voulant atteindre le rang G se sont retrouvés face à un obstacle majeur, l'Akantor, dans le volcan. Ce combat est très difficile, et le terrain rempli de lave ne facilite en rien les choses. Pourtant, il est possible de se simplifier considérablement la tâche grâce à un bug. Tout d'abord, préparez-vous en équipant votre meilleur set artilleur. Allez à la cantine féline pour augmenter votre vigueur avec un fromage Kilin et une boisson d'or. Dirigez-vous ensuite vers le hall de rassemblement hors ligne et, pour engager le combat, choisissez la quête urgente, atteindre le sommet. Plutôt que de foncer tête baissée dans la gueule du loup, tout bon chasseur se doit d'inspecter l'environnement pour en tirer profit. Et s'il est aussi doué à la chasse aux bugs qu'à la chasse aux monstres, il trouvera peut-être la technique ultime pour ce combat. 2 points, regardez. Commencez par attendre que l'Akantor plonge sous terre. Collez-vous alors à gauche de ce rocher et sprintez quand la terre commence à trembler. Au moment où l'Akantor sort de terre, appuyez sur X pour sauter. Si votre timing est correct, vous allez être projeté en l'air et atterrir en hauteur sur le bord du cratère. Vous êtes maintenant en dehors de la map et vous pouvez vous promener tout autour du cratère comme bon vous semble. Du haut de votre perchoir, l'Akantor ne peut presque plus rien contre vous. Seul son rayon de vent peut encore vous toucher. Il ne vous reste plus qu'à dégainer votre fusil arbalète et à canarder sans pitié ce pauvre Akantor, avec un rire démoniaque si possible. Un problème, monsieur Capcom ? J'avoue que cette année, j'aurais aimé aller à l'E-Cube, mais les circonstances ne me l'ont pas permis. Et puis, le salon est réservé aux professionnels. Moi, je suis juste une joueuse trop curieuse. Je n'ai rien d'une journaliste. Comme chaque année, je vais me contenter de la Gamescom, qui est beaucoup plus abordable, tout en étant bien plus fournie que les salons français. C'est ma place to be à moi, en quelque sorte. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to the To to the Be,
Tu veux faire des soirées éditeurs avec du jeu vidéo, des babes, à manger et à boire? Ouais, c'est carrément possible, pas de problème. Suffit de se rendre au Saddle Ranch sur Sunset Boulevard à Hollywood. Oh, wait! J'ai carrément oublié que moi j'étais aux States, mais toi non. Silimi, c'est pas grave, il y a quand même des bons spots en France où être. Et je vais t'en parler juste après le petit field report consacré au concert du Visiteur du Futur. Le 27 mai dernier avait lieu à Paris le concert du Visiteur du Futur. Après une première représentation l'année dernière, c'est au Petit Bain que les artistes de French Nerd se sont produits cette fois-ci. On pouvait y voir tous les groupes ayant participé à la bande-son des 2 premières saisons du Visiteur du Futur, tels que Mix Bizarre, les Lovely Rita, Florent Dorin, Alix Thibault, mais surtout l'un des invités majeurs de cette soirée, le VDF Orchestra, un orchestre dirigé par Jimmy Killier interprétant les thèmes originaux de la série. Malgré les quelques problèmes techniques ayant ponctué la soirée, le set s'est effectué dans une ambiance agréable et pleine d'humour. From Saint-Mandé-Val-de-Nord, welcome Florent Dorin. Entre chaque artiste, ce sont les comédiens de la série qui ont animé le show. Slim, Florent Dorin, Raph, Justine Le Potier, Mathieu Poggi et Isabelle Janin se sont ainsi succédés sur scène pour assurer les transitions du spectacle. Arrêtez, non, en fait, pardon, non, arrête, juste, c'était... Non, mais ça a foiré, en fait. Elle est où la prod, là Max, Ankama, Lolo, tout ça, les explosions, les feux d'artifice, là, qu'on avait dit. Non, parce que je suis censé faire une vraie entrée de catch, moi, vous savez, c'est mon rêve, ça, quand même. Alors, je veux dire, comment je fais à un moment, je veux dire, ils font tous ça, hein. The Rock, il a les explosions, et vous voyez les feux d'artifice, voilà. On notera qu'en plus de Florent, Raph et Justine ont également joué sur la scène musicale du Petit Bain. Enfin, le glaçon sur l'iceberg, c'était la sortie de la bande originale des saisons 1 et 2 de la série à l'occasion de cette soirée, avec François Descraques qui nous a présenté en avant-première la bande-annonce de la saison 3. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse de voir les premières images? Qu'est-ce qui s'est passé? Raph, Henri est en train de me lâcher. Barrez-vous! Judith, elle nous a déjà trahis. J'ai besoin de croire que t'es comme moi, Raph. Parce que sinon, ça veut dire que je suis tout seul à vouloir sauver le mec. Bring it on! Franchement, c'était une bonne soirée. Déjà, il y avait tous les acteurs de la French Nerd, du Visiteur du Futur et tout, donc putain de bonne surprise. Ils sont super sympas en plus. J'ai réussi à avoir une dédicace de tout le monde, donc s'ils ont accepté de me dédicacer le corps, c'est bien qu'ils sont sympas. La soirée c'était un truc de fou, franchement. C'est un truc de malade. Là, j'ai vu des choses dans ma vie. J'ai vu la grande muraille de Chine, j'ai vu les pyramides d'Égypte, j'ai vu un bédouin satisfaire une chamelle. Mais alors là, Florent Dorin, pendant une seconde, j'ai oublié que j'étais hétéro. Heureusement que je suis avec ma femme, parce que franchement là, Florent Dorin. Moi honnêtement, j'aime beaucoup les compos de Jimmy. Parce que voilà, j'aime bien l'orchestral, etc. La salle était peut-être pas parfaitement adaptée, mais franchement c'était cool quoi. En plus ils ont remanié, etc. Donc c'était vraiment, voilà, pour ceux qui sont des vrais fans, c'est vraiment une redécouverte. Donc c'est sympa quoi, c'est vraiment cool. La prochaine chanson s'appelle Un petit peu plus longtemps. Moi concernant les artistes, Florent Dorin beaucoup, il y a une voix mais géniale quoi. J'écoute ça, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un que j'écoute depuis des années, depuis que j'écoute le rock et que voilà, c'est une voix impeccable. Et aussi beaucoup Thibaut. Thibaut c'est un grand ami à moi, des titres qu'il fait avec Don't Make Me Run, Satin Rose. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir Satin Rose. Et Thibaut, voilà. Sinon les Lovely comme d'hab, ça fait déjà 3 fois que je les vois. Ça c'est cool. C'est cool. Ouais c'est cool. Pour les fans qui n'en peuvent plus, la diffusion des premiers épisodes de cette nouvelle saison aura lieu à Comic-Con, début juillet. Make me run. Alors
là, pour le coup, je vais avoir besoin de mes fiches parce qu'on tourne pas en studio, donc on n'est pas dans des conditions optimales. Mais c'est pas grave, je vais tenter de rester frais. Alors, du 14 au 16 juin, vous avez le spectacle de Kobayashi Kentaro. Kobayashi Kentaro, c'est qui? C'est un acteur comique reconnu au Japon, mais pas qu'au Japon en fait, et qui fait pas mal de sketchs dont certains sont visibles sur internet, et qui pour le coup vient se produire sur Paris. Donc, alors là, je vois tout de suite en train de baliser à base de putain, merde, faut absolument que je révise mes katanas, sinon je vais rien comprendre, c'est chaud. Eh ben non, pas d'inquiétude, le spectacle est quasiment muet en fait, et le peu de dialogue qu'on trouvera dedans sera sous-titré, donc il n'y a pas de souci. Alors n'hésitez pas à y aller, ça doit être une des premières fois où on voit un comique japonais se produire en France, et c'est du 16 au 14 juin donc à Paris, et le 19 juin à Monaco. Voilà, comme ça les monégasques ils sauront quoi faire de leurs sous. Ils peuvent s'abonner aussi en formule soutien. Tu imagines un monégasque qui s'abonne en formule soutien, direct après on s'achète un hélicoptère. Il vous reste que quelques jours pour aller jeter un œil à Mangapolis à Poitiers. Mangapolis, c'est quoi? C'est une exposition en fait qui met en avant la relation entre la ville et le manga, à base de conférences, d'activités pédagogiques, tout ça. Alors bien évidemment, le boulot de Otomo Katsuhiro est évoqué là-bas avec ce Neo Tokyo que les fans d'Akira connaissent bien. Bref, c'est une expo en fait inspirée qu'on vous invite à visiter. Mais genre vite parce qu'en fait elle se termine le 16 juin, c'est ça le délire. Et donc ça se passe à Poitiers, à la maison de l'architecture de Poitou-Charentes, c'est gratuit, donc ça rentre dans le cadre de The Place to be Free. Et normalement il devrait pas y avoir Ségolène, j'ai vérifié sur internet. Non, parce apparemment elle a un problème avec les mangas, tout ça. Le 23 juin prochain à Toulouse, ça sera l'heure de jouer avec l'event Time to Play organisé comme tous les ans par Login et Epitech. Au programme, du jeu de rôle papier dans tous les sens, il y aura du Warhammer 40 000, on pourra aussi faire du tournoi de Magic l'Assemblée, il y aura bien évidemment du jeu vidéo avec du rétro, du jeu vidéo musical, tout ça. Bref, on va là-bas pour jouer. Et le truc bien, c'est qu'on pourra le faire toute la nuit, genre all night long, façon Lionel Richie. Et donc ça se passe à Toulouse le 23 juin prochain. Venez en masse, parce qu'en fait le truc c'est que moi j'y serai avec Mathilde. Et là tu te dis, wow, crazy dessus. Et t'as carrément raison. Donc venez jouer avec nous, venez nous affronter, il n'y a pas de problème de manière. Je pense qu'on vous défonce sur à peu près n'importe quoi. Voilà, c'est là-dessus que s'achève The Place to Be LA Edition. La prochaine fois, je vous parlerai de l'été des gamers et de Japan Addict à Strasbourg et probablement d'autres trucs. Encore une fois, n'hésitez pas à me prévenir quand il y a des events qui se passent, j'en parlerai dans l'émission. Bon, ben moi je vous laisse, je vais faire du Hummer. Le plus dur pour suivre l'e-Cube de la France, c'est quand même le décalage horaire, parce que la conférence Sony à 3h du matin, c'est vraiment violent comme horaire. Je me lève à 6h du mat pour aller au travail, donc la conférence à 3h, non, c'est juste pas possible. Donc, mais vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque justement, toutes les news de cette semaine sont consacrées à l'e-Cube. Et je vous dis à la prochaine!